pour ça que j'ai choisi ou j'ai accepté ces postes, parce qu'on m'a toujours proposé ces postes-là, parce que ça concordait à l'esprit ou la culture qui se développait aux Nations Unies. Vous savez que les Nations Unies ont lancé l'année internationale de la femme en 1975 et depuis lors, il y a eu systématiquement des programmes, des projets en direction de l'intégration des femmes d'abord, comme on disait, puis de l'égalité homme-femme, etc. Ce qui fait que quand j'ai commencé, bon, famille et développement, j'ai parlé, après c'était l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le développement social, qui avait un grand programme sur le monde rural et en particulier l'étude des systèmes alimentaires. Mais quand je suis arrivée, je leur ai dit, on étudie les systèmes alimentaires et de manière générale, quand on parle de l'agriculture, on parle des hommes. On dit toujours les paysans. Et on oublie qu'il y a des femmes qui travaillent, qui sont des paysannes. Et une fois d'ailleurs, j'avais fait un article en disant la majorité des paysans sont des paysannes, ce qui est objectivement vrai. Et donc on avait lancé cette étude dans 3 pays, au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, en essayant de choisir des écosystèmes tout à fait différents, des types de formations économiques différentes aussi dans le monde rural. Et on a mené cette étude où on est parti comme variable la division sexuelle du travail. Et c'était la première fois qu'on utilisait cette variable pour définir le rôle des hommes et des femmes dans l'agriculture, dans les systèmes alimentaires. Et ça a été aussi un grand moment parce qu'on a pu démontrer que lorsque, si je prends le cas du Sénégal comme on est là, on parle beaucoup de l'économie arachidienne. Et dans l'économie arachidienne, on parle très peu des femmes. C'est les hommes qui font l'agriculture, qui prennent les produits, qui vont les vendre et qui après redistribuent. Mais il y a des tâches dans le domaine agricole que seules les femmes font. Et nous, on étudiait le principe que même lorsqu'on mécanise, on modernise l'agriculture, on ne pense jamais à moderniser les tâches que les femmes performent. Ce qui fait qu'on augmente leur charge de travail, leur temps de travail, qui a des incidences sur leur santé physique et mentale. D'autre part, cette force de travail n'est pas payée. Et parce qu'elle n'est pas payée, elle n'est pas rétribuée dans le prix de l'arachide qu'on donne. Parce que le principe de la fixation des prix, c'est de permettre la reproduction sociale des individus. Mais en l'occurrence, on ne tenait pas compte des femmes. Et on montrait que si on devait payer le travail des femmes, on ne pourrait pas vendre l'arachide à ce prix-là. Parce qu'il faudrait considérer que les femmes, elles sèment, elles bêchent, elles font les mêmes travaux parfois que les hommes. Et sur des distances, on avait pris surtout des zones qui avaient connu la mécanisation de l'agriculture au Sénégal. Et on se rendait compte que c'était devenu intenable pour les femmes. Parce qu'en plus de ça, elles devaient chercher de l'eau. En plus de ça, elles devaient chercher du bois de chauffe. En plus de ça, elles devaient faire la cuisine et s'occuper des enfants. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on a commencé à calculer le temps de travail des femmes par jour. Et qui a amené à ce fameux projet par la suite, budget en tenant compte du genre, etc., etc. Et ça aussi, ça a été une contribution. Et ça, je l'avais proposé toujours dans le cadre de ma démarche féminine de déconstruire, au fond, toute l'imagerie qu'on se fait de la femme, qu'elle est dans la sphère domestique, elle n'a aucun lien dans la sphère publique. Or, même en milieu rural paysan, elle avait une tâche importante et ça a amené à reconsidérer tout ce débat qu'on a eu sur l'accès des femmes aux terres. Parce qu'elles n'avaient jamais des terres où elles pouvaient cultiver des productions de rente, etc., etc. Donc cette recherche aussi avait beaucoup aidé dans le cadre du travail qu'on faisait, que j'ai eu à faire à l'UNRIS. Bon, après, le commissaire, c'était d'abord des Nations Unies pour les réfugiés, m'a proposé de venir travailler avec lui comme conseillère spéciale, parce qu'il voulait pour les réfugiés avoir une approche un peu plus sociopolitique, parce que c'était toujours les pauvres, les misérables, etc. Et il m'avait dit, j'aurais aimé que vous puissiez organiser un séminaire, un colloque, quel que soit, ou une grande conférence, avec l'ensemble des partenaires des Nations Unies pour expliquer, au fond,
ce que c'est être réfugié dans le pays d'accueil, le pays de départ, etc. Et donc, j'avais pu organiser une très grande conférence avec l'ensemble des organisations des Nations Unies, les partenaires au développement, etc., à Genève, pour donner une autre explication et une autre vision des réfugiés. Et c'est après que j'ai été contactée par le FNUAP, qui lançait un programme de soutien, d'appui technique aux équipes professionnelles qui étaient dans les différents pays. Et j'ai ouvert, bon, en plus, on me demandait toujours de choisir mon lieu. J'ai ouvert à Dakar le premier bureau pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, où on regroupait des experts de haut niveau, parce qu'il avait le grade le plus élevé dans le système des Nations Unies, qui apportaient un appui de coopération technique aux différents pays dans tout ce qui touchait les problèmes de démographie, de population, etc. Et après, on m'a proposé, parce que je vois, vous ne l'aviez pas dit, de devenir la directrice du bureau régional pour toute l'Afrique, où j'ai été à New York. Et j'ai lancé là-bas, non seulement ces programmes, on les a développés, mais surtout le premier plan stratégique pour l'Afrique qu'on n'avait jamais essayé d'élaborer, après la première conférence du Caire en 1994 pour les problèmes de population et de développement et les problèmes de reproduction. Et bon, ça nous a permis quand même de faire un travail énorme. Parce que être à New York, d'ailleurs c'est après qu'ils ont changé, il fallait voyager tout le temps sur l'Afrique, et je couvrais l'ensemble des pays africains au sud du Sahara. Ça a été une expérience très très riche parce que là, je travaillais directement avec les anglophones qui ont une toute autre manière. Et dans les pays anglophones, à ce moment-là, il y a eu des mouvements féministes beaucoup plus avancés qui sont venus après les francophones, parce qu'on était les premiers au Sénégal. Après, il y a eu l'Afrique du Sud. Et des pays comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya ont lancé des mouvements féministes puissants qui ont été beaucoup plus loin que nous, parce qu'eux ont commencé la discrimination positive. Il y avait des femmes dans les parlements, etc., qui faisaient des propositions de loi. Du coup, ça m'a inspiré d'organiser une conférence des femmes ministres et parlementaires d'Afrique, francophones, anglophones, lusophones. La première réunion, on l'a eue au Burkina, parce qu'à ce moment-là, je disais, il faut qu'on prenne l'habitude de préparer les parlementaires, surtout les ministres, à diriger les délégations africaines qui allaient dans ces grandes conférences internationales. Parce que souvent, elles y allaient, n'avaient pas une préparation, donc n'avaient pas de capacité de négociation. Et c'est comme ça qu'on a fait la première conférence où on a préparé toutes les femmes ministres du continent, toutes les femmes parlementaires qui sont venues pendant 5 jours. On les a briefées sur les enjeux et quelles étaient les demandes de l'Afrique. Mais surtout, on les a formées, les parlementaires, avec des universités américaines qui sont très bonnes pour ça, comment on prépare des projets de loi. Parce que c'est ça qui manque. Les anglophones sont très pragmatiques. Et j'ai vu ce que ça a apporté, alors qu'ici, jusqu'à présent, on n'arrive pas encore à créer ce leadership féminin. Et elles ont obtenu des choses. Elles ont obtenu énormément, énormément. Et surtout, l'Afrique a pu aller à Beijing et a cassé complètement les règles où avant, il y avait les délégations américaines, occidentales, etc. Mais les femmes africaines étaient préparées parce qu'on les avait préparées à Ouaga, etc. Et j'avais pu trouver des financements tellement importants que tous les pays d'Afrique ont pu être représentés. Et pour une fois, on a pris 4 personnes par pays, représentant des femmes, de la société civile, etc., qui ont pu participer à Beijing et faire la différence, qui a mis l'Afrique au premier plan. Donc ça, c'est des choses qui ont permis, et je le dis souvent quand je rencontre mes collègues des Nations Unies, qui se plaignent parce qu'on ne leur laisse pas la possibilité. Je dis, il faut vous battre. Moi, je me suis battue, du coup, mon contrat n'a pas été renouvelé, parce que la patronne s'est trouvée un peu gênée, elle finissait son 2e mandat, et quelque part, on lui a fait croire que je venais pour prendre son poste. Donc, alors que moi, j'étais féministe, je me battais. J'ai dit, j'ai le pouvoir, je représente à l'heure actuelle 54 pays,
Je ne vois pas pourquoi j'ai les moyens, je n'en profite pas. Et ça a permis de le faire. Mais maintenant, si vous êtes là, tu penses à ta carrière et tu ne prends pas de risques, bon, tu ne fais rien pour les femmes. Et ça devient des petits trucs, des petits trucs. Hein? Là, on n'avait plus, par exemple, ma patronne, elle trouvait inutile qu'on fasse une réunion des femmes ministres en disant oui, mais ça c'est pour que je faisais campagne. Je faisais campagne. Or, moi, je voyais renforcer les capacités de ces femmes-là pour aller à Beijing et trucs. J'avais fait aussi avec les journalistes. J'ai pu envoyer 60 femmes journalistes africaines pour couvrir Beijing. On n'a jamais eu une couverture. Il fallait trouver de l'argent. Il a fallu que je négocie, que j'aille chercher à gauche et à droite, etc. Et j'ai vu que depuis lors, les autres n'ont pas... C'est le leadership dont je parlais tout à l'heure. Je n'ai pas peur. Quand je crois en quelque chose, j'avoue que c'est peut-être ma faiblesse, je ne calcule pas tellement les problèmes. Mais je calcule plutôt les choses que je peux faire pour réussir. Et c'est vrai que quand ça réussit, on a des ennemis. Ça a été mon problème de toute ma carrière, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai pu réaliser des choses, même si j'ai dû prendre des coups bas, parce que les gens ne comprenaient pas et voyaient plus. Ah, mais c'est elle qui est devant. Ben, je suis devant parce que j'ai fait pour. Si je lance quelque chose, etc., c'est évident, ça me met devant. Mais est-ce que j'ai évité de tirer des gens? Il y a beaucoup de gens qui me doivent leur carrière. Il y a beaucoup de gens que j'ai positionnés, même quand on a créé la FAD, systématiquement. Chaque conférence qu'il y a eu sur les femmes dans le monde, j'ai envoyé, que ce soit, vous disiez tout à l'heure, malienne qui, non, c'était toute l'Afrique. Des Kenyanes, des gens du Nigeria. Les gens qui, même après au Codesria, sont venus de là. C'est-à-dire qu'au niveau de la femme, on m'avait demandé, Boujra, qui était à l'époque secrétaire exécutif, il me dit, mais il faut créer un groupe femmes. À l'époque, on disait femmes et développement. J'ai dit non, comme on a créé la femme, ce n'est pas la peine de faire un duplicata. On va prendre les gens de la femme. Quand le Codesria fait des programmes de recherche, etc., on les verse pour travailler avec vous tout en continuant à faire les choses. Et c'est comme ça que les femmes ont commencé à participer dans Codesria, les Aïcha Imam, tout ce groupe-là, c'est moi qui les ai emmenés là-bas pour commencer à penser à ce que Codesria pense les programmes autrement que seulement ce qui a amené aux différents programmes qu'ils ont fait, programmes sur les femmes, etc. On dit le gender est venu bien après à Nairobi. Donc c'est un peu ça qui est important. Comment les femmes, quand elles sont dans des positions de pouvoir, peuvent utiliser les moyens financiers, l'autorité qu'elles ont pour faire avancer la cause féministe. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de Yaou, oui. Ça veut dire Yéhou, libérer. Yéhoui, non, Yéhou, c'est faire prendre conscience, réveiller, conscientiser. Yéhoui, pour libérer. Donc, faire prendre conscience pour libérer, pour se libérer. Parce qu'on partait du principe qu'il faut se libérer d'abord avant de libérer les autres. Alors ça, c'est aussi un mouvement qui est venu, quand on a créé la FAD, c'était un mouvement continental. Il fallait donner une substance locale et on a dit, il faut quand même que, bon, on a dit chacun va le faire dans son pays. C'était en quelle année? En 84. C'est évident qu'à l'époque, la plupart des pays africains, certains étaient guidés par des régimes militaires, d'autres, il n'y avait pas de démocratie. Il n'y a qu'au Sénégal qu'il y avait un minimum de liberté qui pouvait permettre cette chose d'exister. Donc c'est là où j'ai dit tout à l'heure, avec notre parti politique, on a lancé ce mouvement qu'on a appelé Yéhoui Yéhoui. Et tout le travail qui a été mal compris par beaucoup qui disaient oui, vous ne faites pas de projet. On dit mais toutes les associations de femmes font des projets. Yéhoui Yéhoui voulait être un mouvement d'influence. Ce qu'on voulait, c'est influencer la société, influencer le débat sur la femme, influencer les femmes pour qu'elles soient conscientes que le patriarcat n'est pas venu de Dieu. C'est une construction humaine. Et à partir du moment où c'est une construction humaine, on peut la déconstruire. Que si le fait qu'au cours des millénaires, les femmes ont toujours été assujetties aux hommes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas renverser la vapeur,
pour définir ce qu'on appelait une autre comment dire, altérité. Je vais trouver le terme, je l'ai oublié tout d'un coup. Alors, parce que ça, le gros problème qu'il y avait en Afrique, les gens disaient, mais c'est Dieu qui nous a... Oui, oui, les rapports sociaux, nous, on n'est pas... c'est comme ça, il y a le mot Codef, on n'y peut rien, c'est comme ça que ça a toujours été. Ok, mais on peut, quand je parlais tout à l'heure de l'origine de la famille, de la propriété privée d'Engels, c'est qu'il a montré comment le patriarcat a pris le dessus sur les femmes et a réussi, à partir de la propriété privée, à définir la paternité comme étant la référence. Et c'est à partir de cette paternité que les hommes ont dominé la société et ont dominé donc le pouvoir politique. Et à partir du moment où on a le pouvoir politique, on prend des lois sur la culture, sur les relations de genre et surtout, on a une influence sur les religions. Les religions ne sont pas nées du ciel. La plupart des envoyés, c'était des hommes. Dans des sociétés patriarcales, même s'ils ont essayé chaque fois de faire avancer un peu ou de diminuer la dureté de la condition des femmes, que ce soit avec le christianisme ou avec l'islam, mais malgré tout, la condition des femmes demeurait ce qu'elle était. Donc, comment aider les gens à déconstruire? Comment les aider à comprendre que, quand on, surtout au Sénégal ici, les gens ne comprennent pas l'arabe, ne lisent pas le texte. Ou même si c'est traduit, il y a peu de gens qui ont lu vraiment le Coran ou qui ont lu la Bible pour comprendre que ce qui se disait à l'époque, c'est les valeurs, des principes qu'on définissait. Mais ce n'était pas de vivre comme eux vivaient au siècle 1er ou au 7e siècle. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. Et ça, pour le faire, seuls les féministes peuvent le faire parce qu'on a un outil idéologique, un outil technique qui nous permet de comprendre que c'est une variable comme une autre. Et qu'à ce moment-là, on peut déconstruire. On peut demander, je disais tout à l'heure, le mot m'est venu, pour une nouvelle mixité. Il y a une autre manière d'être homme et femme. Nous, on n'a jamais dit, les gens disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire là? Vous voulez rejeter les hommes, vous allez vivre entre vous. On dit non. La preuve, on est mariés, on est mère de famille, on a des enfants. On sait comment la reproduction se fait. Il faut deux pour le faire. Et on disait surtout, mais ce n'est pas parce que nous, on fait des enfants qu'on doit être à la maison. On peut changer le rapport. La preuve, c'est que le capitalisme a fait sortir les femmes de la maison pour aller plus dans les champs, mais pour aller dans des lieux de travail extérieurs où c'était des milieux masculins. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, elles retournent chez elles, elles refont la même chose. Ce n'est pas possible. Il faut avancer. D'où maintenant, ce que tu as dit tout à l'heure, on dit c'est des toubabs. Oui, elles veulent que les femmes là soient comme des toubabs, parce que c'est pas non. Les toubabs ne sont pas nées comme ça. Il y a eu tout un processus, elles étaient comme nous au Moyen-Âge. Il a fallu, le capitalisme ait besoin d'une main-d'œuvre et d'une main-d'œuvre féminine en plus pour qu'après la guerre, ça se développe de cette manière-là. Donc tout ça, c'est important que les gens connaissent l'histoire. Parce que ce qui manque généralement, on vient, bon, je vois maintenant dans les mouvements féministes, les femmes et les filles disent, oui, oui, c'est pas non, moi je suis contre, moi je suis féministe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, si l'homme te dit, tu lui réponds, mais après, le féminisme va au-delà. Et c'est pour ça que je suis un peu inquiète aujourd'hui quand je vois que le vocable féminisme est devenu un vocable à la mode. Et on met dans féminisme les femmes qui luttent pour les droits des femmes, les femmes qui luttent pour l'émancipation, pour aller à l'école, pour aller, etc., avec des féministes qui contestent l'ordre social et qui remettent en question le système patriarcal. Parce que ça va au-delà, ça a du coup une connotation féministe. Mais maintenant, par féminisme, il y a le féminisme... Bon, il y en a tellement maintenant, je m'amusais chaque fois à faire le lien de ce qu'on voit en Occident. Il y a une volée et je me demande en Afrique comment on va faire. Or, nous, à l'époque, comme on avait une seule manière de penser les choses, ça a permis quand même de déconstruire. Et à beaucoup de femmes, à l'époque, beaucoup de femmes me disaient « Hé Marie-Angélique, quand tu parles à la télé, nous, on s'assied, on ferme les portes et tout ça. On dit, elle a raison, elle a raison. Je leur dis, mais pourquoi vous ne sortez pas pour venir avec... Et c'est un peu ça. Les gens, fondamentalement,
les femmes sentent en elles-mêmes que ce n'est pas normal. Mais elles n'ont pas le courage, mais surtout elles ne comprennent pas comment ce système fonctionne et comment on peut le déconstruire tout doucement. Et c'est là notre travail. Pour moi, je pense c'est là, arriver à démystifier complètement les rôles qu'on nous a donnés en tant qu'hommes et femmes pour qu'elles voient que, la preuve maintenant, qui aurait pensé que des femmes allaient conduire des Boeing? Maintenant, ça devient banal. Donc, petit à petit, les choses montrent que c'est possible. Mais il faut une masse critique. Et c'est cette masse critique qu'il faut construire. Et je pense que les générations de maintenant, vous et les autres, là, vous allez avoir à ça. En tout cas, merci beaucoup. Et même Engels, ce qui montre, c'est quand même une force que les hommes ont eue. Vous savez, dans la première ressource, ce sont les ressources humaines. Et qui est-ce qui le fait? C'est les femmes. C'est ce que Françoise Héritier montre très bien. Les femmes donnent les garçons et les filles. Si au moins il y avait eu que les garçons donnaient naissance aux garçons et les filles et les femmes les filles, donc il y aurait plus d'égalité. À partir de là, effectivement, il fallait dominer les femmes, il fallait les contrôler. Les premières femmes qui faisaient ces contrôles de naissance, toujours clandestines, ont été traitées de sorcières ou autres. Donc il fallait les gérer, contrôler leur corps pour dire que eux, ce sont les pères, parce que il y a toujours ce doute-là. Donc, il fallait que les choses se fassent par le père parce qu'il n'y avait rien qui le vérifiait. Donc, moi, je pense que voilà, c'était ça le combat pour contrôler les femmes et à travers ça la société. Il fallait contrôler le corps des femmes. Parce que vous savez, pendant des millénaires, on ne savait pas comment les femmes faisaient des enfants. Donc, quand on regarde les littératures anciennes, on est traité de sorcières. Parce que dans les sociétés préhistoriques, les femmes allaient dans des endroits quand elles sentaient quelque chose et elles voyaient les choses sortir, un bébé. Personne n'expliquait comment ça se faisait. Et on les voyait revenir avec un bébé. Donc il y avait une peur de la femme qui s'est traduite d'ailleurs par beaucoup de déités, etc. Mais pourquoi le changement révolutionnaire qu'il y a eu? C'est lorsque la science a découvert comment on fait un enfant. Que c'était l'homme et la femme qui se mettaient ensemble. Donc, c'est cette histoire de spermatozoïde. Comme on disait, à un moment, les féministes ont été très durs sur ça. On a compris qu'on pouvait bloquer ce processus, d'où la contraception. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont accepté parce qu'ils avaient besoin d'une main-d'œuvre féminine. Et à ce moment-là, on a justifié le début de la contraception. Mais tout a commencé avec les hommes qui voulaient identifier leur héritier. Il fallait qu'on sache que tel est l'enfant de tel. Avant, on ne savait pas. Donc, on ne pouvait pas dire c'est l'enfant de ceci ou cela. À partir du moment où moi, en tant qu'homme, devais faire hériter de leurs biens, il fallait identifier les gens. Et c'est pour ça que, du coup, alors ça, c'est un peu le débat sur le patriarcat en Afrique. Des lignées patrilinéaires se sont mises à émerger. Mais on a mis des contre-coups, c'est-à-dire le roi peut-être, mais il y avait la Badienne. La Badienne c'était elle qui était le témoignage que cet individu était bien le fils de... parce que c'était le fils de mon frère, etc. Bon, mais ça, c'est l'histoire qui est arrivée à ça. Et jusqu'au moment où la contraception a été acceptée. Vous avez vu que même maintenant encore, on crée des problèmes par rapport à la contraception, l'avortement, dans un pays comme les États-Unis. Ça prouve que le patriarcat a toujours peur de ce pouvoir que les femmes peuvent avoir par rapport à leur corps, d'en faire ce qu'elles veulent. D'où l'idée du livre « Notre corps nous-mêmes ». Mais, et puis même, en plus, vraiment, jusqu'à présent, quand même aussi, les risques de contraception sont pris sur le corps de la femme. Hein, il y a des méthodes contraceptives pour les hommes, mais ils ont peur, les hommes, de les utiliser. Ils pensent que s'ils utilisent ça, ils ne vont plus pouvoir. Donc voilà. Et
Donc, merci beaucoup, Madame Savané, pour vraiment toutes ces explications de l'histoire du féminisme dans le monde, en Afrique, au Sénégal. Et tout cela, et vous avez réussi à défendre l'ensemble de ces axes défendus, notamment avec votre carrière dans les organismes internationaux.